Alors, vous êtes les bienvenus. On va continuer ensemble cette belle session concernant les cardiopathies congénitales pour parler de l'enfant. On va parler dans 5 cas exposés par nos amis qui s'intéressent à la cardiopathie congénitale, l'électrocardiogramme chez l'enfant. Et on va commencer par Dr Massoudi de Tunis qui vient nous parler du premier cas. Marhaba bik, Yusra. Merci. Alors, merci, Dr Abid. Bonjour tout le monde. Alors, donc, je commence par mon cas sur l'électrocardiogramme chez l'enfant. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, je travaille au service de cardiologie Carouan. Alors, donc, il s'agit d'un enfant âgé de 12 ans, en fait, qui a fait une syncope pendant un effort, et puis cette syncope a été précédée par des douleurs thoraciques et des palpitations. Ramené par ses parents aux urgences, voici son premier électrocardiogramme. Alors, comme on le voit, donc, il s'agit d'une tachycardie avec des QRS larges. Donc la conduite chez un enfant en fait, qui était en état hémodynamique altéré était de réaliser un choc électrique externe en urgence. Alors, voici en fait, voici son électrocardiogramme en rythme sinusal après cardioversion électrique. Alors, donc, comme vous le voyez, il s'agit manifestement d'un sus-décalage du segment ST dans les dérivations antérieures, faisant le diagnostic d'anesthémie donc antérieure chez cet enfant âgé de 12 ans. En fait, c'est une situation qui n'est pas du tout classique chez un enfant, 12 ans, sans facteur de risque, sans terrain familial de coronaropathie. Le premier réflexe était au lit du patient également donc de réaliser une échographie cardiaque donc en urgence. Voici son échocardiographie. Alors donc l'échographie, elle a objectivé une énorme masse qui comblait toute l'oreillette gauche à base d'insertion large au niveau du septum interatrial. C'était une masse mobile qui obstruait par moment en fait la valve mitrale, donc ceci pourrait être une cause donc, de sa syncope, à part l'arythmie bien évidemment. Et puis en fonction du ventricule gauche, on a trouvé une FEVG altérée à 35% avec des troubles de la cinétique, donc en apical et en antérolatéral. Donc le diagnostic sur les données de l'échocardiographie était fortement évocateur d'un myxome de l'oreillette gauche. Pour étayer, alors en urgence, on a donné de l'héparinothérapie, du clopidogrel à l'enfant, donc, et puis on a complété notre examen par un scanner thoracique avec également un coroscanner. Le coroscanner n'a pas montré de lésion coronarienne et on a en fait bien étudié l'anatomie, la localisation ainsi que la caractérisation tissulaire de la masse au niveau de l'oreillette gauche qui étaient tous en faveur du diagnostic de myxome de l'oreillette gauche. Donc, le diagnostic final donc, était un myxome de l'oreillette gauche compliqué par une embolisation coronarienne. L'enfant, il a été opéré avec bonne suite et puis l'examen anatomopathologique, il a confirmé le diagnostic final. Alors, donc, ce n'est pas du tout toute l'histoire en fait. Si on revoit un peu l'électrocardiogramme, c'est cet enfant en rythme sinusal, on constate en fait un espace PR court avec un aspect de en fait, pseudo-empattement du pied de QRS, faisant évoquer le diagnostic d'une voie accessoire. Donc, par ailleurs, donc, l'enfant, il nous a également consulté après sa sortie de la chirurgie, etc., pour des palpitations qui étaient plus ou moins tolérées. On n'a pas objectivé de tachycardie à l'holter-ECG de 24 heures, mais on l'a convoyé quand même pour exploration électrophysiologique. Et puis, confirmant le diagnostic d'une voie accessoire, et il a eu une ablation de son faisceau accessoire. Donc, on a retenu le diagnostic d'une voie accessoire associée à un myxome. Si je revois un peu en fait l'électrocardiogramme, est-ce qu'on pourrait deviner ça déjà sur le CG de début? En fait, on voit ici que c'est pas vraiment
un aspect typique d'une tachycardie ventriculaire. C'est vrai, c'est une tachycardie à QRS large, la conduite, c'est la même chose, mais on a quand même en fait, peut-être des ondes, donc P', peut-être CP avec des QRS tout simplement très élargis. Et puis, par certains moments également, le rythme, il était irrégulier. Donc, d'après nos rythmologues, c'était plutôt en fait un passage de FA sur une voie accessoire avec une tachycardie antidromique. Donc, le passage en FA, peut-être, il a été déclenché par ce myxome de l'oreillette gauche, par cet état également d'ischémie suite à l'embolisation coronarienne. Alors, donc, je profite de ce cas pour insister sur l'intérêt de l'échocardiographie en urgence au lit du patient chaque fois qu'on a donc par exemple un syndrome coronarien aigu, chose qui n'est pas du tout classique chez un enfant. Je rappelle également que les myxomes, ça constitue la deuxième tumeur après les rhabdomyomes chez l'enfant. Ce n'est pas la première tumeur par ordre de fréquence. Sinon, l'ischémie aiguë, c'est-à-dire par embolisation coronarienne, elle est rare. On a trouvé 3 cas dans la littérature. Notre cas, c'est le 4e. Et la localisation, il n'y a pas de prédilection. Ça peut être un infarctus inférieur, antérieur, etc. Alors, donc, le deuxième point, donc, en fait, c'est que dans certaines études, on insiste sur l'association entre certains types d'arythmies et les tumeurs cardiaques. On sait que certaines cardiopathies congénitales malformatives, elles sont associées à des tumeurs et à des troubles du rythme. L'exemple type, c'est la maladie d'Epstein et la voie accessoire, mais également certaines tumeurs, elles s'associent, en particulier les rhabdomyomes. On a montré également une association avec les voies accessoires. Pour les myxomes en particulier, on parle surtout de tachycardie ventriculaire, et ceci indépendamment en fait de la localisation. On ne connaît même pas le mécanisme, c'est-à-dire c'est pas vraiment la localisation ventriculaire par exemple, mais ça paraît une association peut-être avec un substratum génétique qui n'est pas encore identifié. Sinon, en fait, en ce qui concerne les voies de préexcitation, donc en fait, également, chaque fois qu'on a une voie de préexcitation chez l'enfant, il faut savoir que à l'échocardiographie, il y a certaines cardiopathies prédisposantes, en particulier tout ce qui est hypertrophie ventriculaire par maladie de surcharge, en particulier la maladie de Fabry, donc, etc., le POMP, etc., et surtout les rhabdomyomes. Qu'en est-il des voies du myxome de l'oreillette? Donc, c'est une association qu'on doit toujours garder en mémoire. Ça veut dire chaque fois que j'ai un patient qui a donc un myxome, il faut bien analyser son électrocardiogramme. Et puis, donc, on a trouvé également un seul cas dans la littérature, donc, en fait, où c'était un enfant également de 12 ans avec une voie accessoire. Et puis, la conclusion des auteurs était que peut-être c'est une simple association. Une vraie relation en fait entre myxome et voie accessoire ne paraît pas très probable, mais donc en fait c'est à cause des cas, des rares cas qui sont rapportés dans la littérature. Voilà, donc c'était brièvement mon cas. En fait, c'était pour insister sur donc, la conduite à tenir devant un ECG en urgence chez l'enfant. On fait notre choc classiquement comme chez les adultes. Souvent, c'est 2 à 3 joules par kilo. Et puis, il faut toujours bien interpréter donc l'électrocardiogramme de base après cardioversion électrique. Ne jamais hésiter à faire l'échocardiographie pour essayer en particulier de chercher des tumeurs cardiaques, mais également de bien analyser la naissance et le trajet des artères coronaires. Et je vous remercie. Voilà. Bravo Yousra, merci beaucoup pour ce très très joli cas. C'est vrai, il est d'une unicité. Alors, la parole est à l'assistant, si vous voulez en discuter un petit peu. Parce que chaque cas, je pense qu'il sera un peu particulier. Je n'ai pas bien suivi. On avait fait un scanner coronaire thoracique. Oui, on a fait. Et il
n'a rien montré, ce scanner, finalement. Il n'a rien montré exact, c'est-à-dire on n'a pas de sténose athéromateuse coronarienne. Le mécanisme, c'était probablement une embolisation. C'était ça. Vous aviez des troponines, vous aviez des CPK, oui, des troponines. C'était un vrai infarctus du myocarde avec des troubles de la cinétique à l'échographie comme chez l'adulte. Voilà. Et puis il a récupéré progressivement après chirurgie. En fait, il a été opéré le lendemain. Rapidement, on a donné de l'héparine, du clopidogrel, de l'aspigique avec une bonne protection gastrique. On a fait le scanner rapidement, puis il a été acheminé en chirurgie. Et la dysfonction VG que tu as remarquée au début, à l'arrivée, elle a récupéré? Elle a récupéré, oui. Elle a récupéré dans je pense que quelques mois, en fait. Et tu le mets sur le compte de la cardiopathie ischémique? Oui, c'est ça, en fait. Plutôt qu'une il a fait un vrai infarctus. C'est pas une cardiopathie, peut-être, moi je dis comme ça, rythmique? En fait, non. Parce qu'on a fait une IRM par la suite, et puis on a montré des troubles plutôt ischémiques. Voilà. D'accord, merci. Voilà, merci. C'est bon? S'il n'y a pas d'autres commentaires, merci beaucoup, Yusra. Merci. Alors, j'ai le plaisir d'introduire mon ami Houida Mahfouzi, qui va nous présenter un cas d'électrocardiogramme. Donc, merci, Dr Abid. Donc, mon cas, je l'ai appelé une cause d'arythmie à ne pas négliger. Et mon cas, c'est à propos d'un enfant qui est âgé de 14 ans, sans antécédents médicaux, ni familial ni personnel. Il est sportif, il joue du football dans une association avec une moyenne d'entraînement de 3 fois par semaine. Les signes fonctionnels il a consulté aux urgences de pédiatrie pour des accès de palpitations qui survenaient lors des séances d'entraînement. Donc, il a été adressé à notre consultation, déjà pour le diagnostic et pour une décision pour son aptitude au sport. Donc, ça, l'examen physique, il était sans particularité, hormis un souffle systolique foyer mitral de 2/6. L'électrocardiogramme, il était sans anomalie, vous voyez très bien. Donc, un petit bloc de branche droit avec du QRS fin, tout à fait normal pour un enfant. Et il n'y a pas de trouble d'aéropolarisation, le QT était normal. Donc, on ne voyait pas de choses pathologiques sur cet électrocardiogramme. La radiographie de thorax était normale. Le bilan biologique aussi était tout à fait normal. Donc, bien sûr, devant des palpitations et surtout la présence d'un souffle qui paraissait organique à l'auscultation. Donc, le complément ou le premier examen à effectuer, c'est l'échocardiographie. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Voilà, un prolapsus. Je vais vous montrer encore des images. Donc, en parasternal grand axe, c'est évident. Il paraît probablement sur les deux feuillets. C'est plus marqué au niveau des deux cavités. Voilà, avec un prolapsus des deux feuillets mitraux. D'accord. Et au Doppler couleur, on voit très bien cette fuite mitrale. On l'a calculé, c'est une fuite mitrale modérée avec un SOR à 0,14, le régurgitant à 38 millilitres pour les deux parce que c'était en 2G. Et, il n'y a pas vraiment, sur la coupe, je vais revenir, vous m'avez dit il y a une disjonction, peut-être qu'il y a le curling était évident, mais peut-être pas trop la disjonction annulaire de l'anneau mitral. En deux cavités, LVE. C'est ce qu'on disait au début, mais c'est le curling qui est évident, mais le détachement total de l'anneau de la paroi postérieure n'était pas très évident. Je vais vous dire quel examen on a complété, par quel examen. Donc il y a un doute. Comme la première échocardiographie qu'on a faite, on a dit qu'il y a un doute sur une disjonction annulaire, même de quelques millimètres. D'accord. Et sur deux cavités, voilà. Peut-être ici, c'est le curling plutôt qui est très évident. Voilà. Bien. Donc, la conduite à tenir, qu'est-ce qu'on va faire ? Holter.
donc un Holter électrique. Et effectivement, on a fait l'Holter électrique qui a montré une hyperexstabilité ventriculaire, grade 4A de Lone, avec des ESV monomorphes, accouplage lent, mais répétitif, en doublé. La charge des ESV était supérieure à 5%, et des épisodes de bégéminisme. Donc, c'est un grade 4A. Donc, on a fait l'IRM cardiaque comme il était disponible à notre hôpital, surtout pour voir est-ce qu'il y a une autre cause qui peut expliquer la survenue de ces troubles de l'exstabilité modérée et ces palpitations. Donc l'IRM cardiaque a montré un bon VG avec une fonction systolique conservée. Il n'y a pas de séquelles de myocardite, il n'y a pas de dysfonction, il n'y a pas de séquelles d'ischémie, un prolapsus bivalvulaire, il n'y a pas de disjonction annulaire mitrale évidente à l'IRM. Donc il a éliminé la disjonction et il n'y a pas de rehaussement tardif à l'IRM. Donc le VD, il était de taille et de morphologie fonction normale. Donc c'est un prolapsus mitral avec une fuite mitrale modérée, sans disjonction, symptomatique de palpitation à l'hypothymie. Vraiment, il a rapporté, mais c'était pas des vraies hypothymies, c'est surtout les palpitations. Des ESV de type retard de Roy, les ESV fréquentes grade 4A de l'homme. Donc, que proposez-vous sur le plan thérapeutique et pour sa pratique sportive? Donc, je vais faire un petit rappel. Sur le prolapsus valvulaire mitral, c'est le déplacement systolique de la grande et ou de la petite valve mitrale de plus de 2 mm au-dessus du plan de l'anneau. Et il y a principalement deux étiologies, qui est la dégénérescence fibroélastique qui est la plus fréquente, et la dégénérescence myxoïde ou maladie de Barlow. Et c'est cette deuxième étiologie qui est la plus pourvoyeuse de troubles de rythme, malgré, même si l'insuffisance mitrale ne soit pas très importante. Donc la disjonction annulaire, elle, ça correspond à la séparation systolique entre le myocarde du ventricule gauche et l'anneau mitral postérieur. Et le mouvement caractéristique de ce glissement, c'est de l'anneau en systole, il nommé le curling. Donc le diagnostic repose sur l'échocardiographie, il faut bien voir ce déplacement et ce détachement en fait de l'anneau, de la paroi postérieure du myocarde. Et si l'IRM, la plupart du temps, si elle est bien faite, je dis bien faite, va confirmer le diagnostic de disjonction. Donc pourquoi on parle de ça ? Parce qu'on a vu que la plupart des morts subites survenaient chez des patients qui ont un prolapsus, même en l'absence de régurgitation mitrale importante. Ça, c'est important parce que ça fait ressortir un sous-groupe du prolapsus valvulaire mitral qui s'appelle le prolapsus valvulaire mitral arythmique. Et là, c'est le risque des troubles de rythme qui peuvent être graves à l'origine même de mort subite. Et ça a été bien identifié chez l'adulte. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites chez l'adulte. Malheureusement, chez l'enfant, on trouve quelques petites séries. Donc, par définition, c'est la présence d'un prolapsus valvulaire mitral avec ou sans disjonction et une arythmie ventriculaire considérée comme fréquente, donc la charge elle est supérieure à 5% des battements totaux, ou complexe, des tachycardies ventriculaires non soutenues, des tachycardies ventriculaires soutenues ou des FV, ou même une mort subite. Donc ça fait classer le prolapsus en arythmique et il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres substrats à l'origine de ce trouble de rythme. Il faut bien évidemment faire la totale du bilan pour rapporter les troubles de rythme au prolapsus. Donc, le diagnostic chez notre patient, on a tout fait pour éliminer les autres causes et le diagnostic paraît probablement ou très probablement en rapport avec le prolapsus valvulaire mitral arythmique puisqu'on a l'association de tous les critères qu'on a suscités. Donc, il y a un consensus qui a été fait par les Européens sur ce diagnostic-là et ils disent que tout patient avec un prolapsus doit être stratifié ou chercher les éléments de ce prolapsus arythmogène et stratifier le risque de survenue d'une mort subite. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Il propose déjà d'étudier bien s'il y a des extrasystoles à l'électrocardiogramme, de
ressortir les caractéristiques en faveur d'une extrasystole d'origine mitrale. C'est des extrasystoles, la plupart du temps, de type retard droit. Et on va trouver soit un axe supérieur en relation avec le pilier postéromédian ou un axe inférieur. Donc, il y a les différents types qui sont soit en rapport avec le pilier ou soit en rapport avec l'anneau mitral. Donc, il y a beaucoup d'examens à faire. Bien sûr, sur l'électrocardiogramme, il n'y a pas seulement les extrasystoles ventriculaires, mais un critère très important à chercher, c'est la présence d'une inversion des ondes de T dans les territoires inférieurs et latéraux. Si on trouve ces critères-là, c'est un critère qui est très pourvoyeux de la survenue de troubles de rythme graves ultérieurement. Donc, il faut faire une surveillance rapprochée. Bien sûr, le Holter rythmique, les critères échocardiographiques, à l'IRM, tomodensitométrique et même le PET scan si on n'a pas d'éléments forts pour le diagnostic qui montrent une inflammation myocardique dans la zone de fibrose. Donc, les critères électrocardiographiques et à l'échocardiographie, on montre aussi d'autres critères. Par exemple, un pic mésosystolique au niveau du Doppler tissulaire précoce de haute vélocité. Quand il est supérieur à 16 cm par seconde, il est très en faveur d'une inflammation ou d'une traction au niveau de cette zone-là. Donc, c'est pourvoyeux de la survenue de troubles de rythme ultérieurs. Donc, c'est un faisceau d'arguments cliniques, des phénotypes cliniques, les critères échocardiographiques, l'IRM et aussi, bien sûr, on a dit l'Holter rythmique. Donc, il y a ce papier, j'ai trouvé, c'est une étude qui a été faite chez 49 enfants, l'âge moyen 12,8, et ils ont subdivisé en deux groupes. Un groupe prolapsus sans disjonction et un autre groupe, un prolapsus avec disjonction. Et on a étudié au Doppler tissulaire ce signe-là. Donc, les patients qui ont un Pickel Hub, le signe il s'appelle le Pickel Hub, donc c'est une vélocité haute mésosystolique au niveau du Doppler tissulaire, sont ceux, même en l'absence de disjonction, sont ceux qui vont faire des troubles de rythme significatifs. Donc, chez notre patient, il n'y a pas de disjonction, mais au Doppler tissulaire, j'ai trouvé ce signe-là, et c'est un pic mésosystolique qui se rapproche et 22, donc supérieur à 16. Donc, c'est un élément en faveur du prolapsus arythmogène. Le strain aussi, ici, on trouve des zones d'hyperkinésie, soit des zones où le strain il est plus que 25. Donc, c'est en faveur de ce diagnostic aussi. Donc, les marqueurs spécifiques du risque, c'est chez notre patient. Qu'est-ce qu'on a pour faire la décision? Donc, c'est un patient à l'électro, on n'a pas d'onde de T négatif. On a documenté l'arythmie à l'Holter. On n'a pas d'histoire familiale de mort subite. On n'a pas d'IM sévère. Et à l'IRM, on n'a pas de dysfonction VG aussi. Et à l'IRM, il n'y a pas d'image de fibrose. Donc, si on voit comme ça, c'est probablement un patient qui est à risque bas ou risque intermédiaire, puisque l'Holter parle d'ESV fréquente type 4A, dédoublé, bigéminisme, donc le risque peut être intermédiaire. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Puisque pour les enfants, on n'a pas vraiment de conduite à tenir bien évidente, on va extrapoler la conduite à tenir par rapport à celle de l'adulte. Donc, en présence de palpitations, on va faire l'Holter diagnostic. S'il n'y a pas de critères en faveur d'un trouble de rythme de haut niveau, donc on a des troubles de l'excitabilité ventriculaire, mais à bas risque. Donc les auteurs ils recommandent de faire un Holter implantable. Mais on peut faire, si on a des troubles de rythme à bas risque, voir les critères phénotypiques. S'il y a plusieurs critères, il faut faire ce Holter implantable. S'il y a quelques critères parmi les phénotypes à risque, on va faire une surveillance plutôt rapprochée. Et c'est ce qu'on a fait pour notre patient. Mais quelle conduite à tenir en plus de la surveillance? Est-ce qu'on va faire une abstention thérapeutique et juste de suivi? Non. Est-ce qu'il faut faire une contre-indication à l'activité sportive? Non. Si traitement lequel? Qu'est-ce qu'on va mettre? Un bêta-bloquant, voilà, c'est ce qu'on a mis. Pour la contre-indication à l'activité sportive, on était
plutôt, comme les parents, on a dit la séance du matin, c'est les parents qui étaient totalement réticents. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour notre enfant? Patient mis sous bêta-bloquant, rendez-vous à la consultation après 3 mois, interdiction temporaire du sport et épreuve d'effort, donc interdiction temporaire, le temps que notre patient fait son épreuve d'effort. L'évolution avant le rendez-vous de l'épreuve d'effort, il a fait une syncope lors d'une séance de sport scolaire. Ce n'est pas l'entraînement. Donc, il a été exploré, tout était normal. On a fait le holter de 48 heures, mais il était au repos plutôt. Il n'était pas en activité. Il a montré juste une hyperexcitabilité ventriculaire modérée, sans salve. Et l'épreuve d'effort a montré, au pic je crois, au 3e ou 4e palier, l'apparition d'extrasystoles monomorphes qui n'étaient pas vraiment des salves et qui persistaient à la récupération et commençaient à disparaître à la fin de la récupération. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et on revient encore à l'algorithme. Et l'algorithme... C'est le holter implantable, voilà. C'est la survenue d'une syncope, donc c'est des troubles de rythme à haut risque. Et on voit ici, il n'y a pas d'IM sévère, on n'est pas en présence d'une régurgitation sévère, donc c'est soit l'implantation d'un DAI, mais on a dit que le défibrillateur, c'est une conduite qui est très lourde pour un enfant, surtout qu'on n'a pas vraiment documenté de troubles de rythme graves ou de tachycardie ventriculaire soutenue. Donc, c'est plutôt, on va faire cette attitude-là qui est en faveur d'un holter implantable qui, malheureusement, n'est pas disponible dans notre pays. Donc, ce qu'on a fait pour cet enfant-là, on a insisté sur la prise du traitement, on a augmenté les doses et heureusement, il tolère bien ces doses-là. On a le recul maintenant de 6 ans. De 6 mois, pardon. 6 mois, il n'a pas de symptômes, ni de palpitations, ni de syncope, et on espère qu'il va se stabiliser. Donc voilà, syncope, ça fait déplacer le risque à un haut risque et il faut normalement le holter implantable. Voilà, donc pour le sport, il faut toujours penser à ce prolapsus malin. Il faut le chercher, il faut détecter. Et chez les patients, même si on a une insuffisance mitrale minime, si on a cet aspect myxomateux des valves, même en l'absence de disjonction, il faut chercher ces petits signes. Et tous sports sont autorisés, sauf si donc notre enfant a fait une syncope, on a interdit les sports, surtout les hauts niveaux. Donc syncope, parce qu'on a toujours cette hantise de arythmogène, les antécédents familiaux de mort subite, arythmie complexe, IM importante, le QT lent, la présence d'endottés négatifs sur l'électrocardiogramme, c'est une interdiction de faire sur tous les sports de compétition. Et bien sûr, les recommandations, le suivi doit être fait tous les 6 à 12 mois avec échographie, épreuve d'effort et des haltères électriques. Voilà, en pratique, tout patient porteur de prolapsus valvulaire mitral doit faire l'objet d'une recherche de prolapsus valvulaire mitral arythmique. C'est pour prévenir la mort subite. C'est l'arythmie ventriculaire diagnostiquée qui, selon sa sévérité, oriente vers un dépistage plus approfondi et bien sûr pour mettre le traitement médical approprié. Voilà, merci. Bravo, Ouida, c'est très, très, très instructif. Bravo pour le cas, il est extrêmement enrichissant. Bravo. Merci. Donc, non, c'est avant de passer Non, c'est bon. Elle a déjà fait le tour de la revue de la littérature sur le prolapsus valvulaire mitral arythmique et à travers ce très, très, très beau cas. Et vraiment, félicitations. Merci. Propanolone. Ah oui. Il répond, on a augmenté les doses, c'est bien toléré. Et chez la plupart des enfants qu'on met sous propanolone, c'est bien toléré. Ça, ils répondent, généralement. En fait, pour le prolapsus mitral, surtout la maladie de Barlow, souvent on a des troubles du rythme supraventriculaire et arythmie complète. Est-ce que vous avez vu des cas comme ça?
c'est-à-dire habituellement, c'est pas des troubles du rythme ventriculaire. Oui, pour les arythmies supraventriculaires et même dans la littérature, c'est généralement en rapport avec la sévérité de la fuite et la dilatation de l'oreillette gauche. Donc c'est plutôt, ça rentre, c'est vrai, ce sont des troubles de rythme, mais plus dans le cadre de la sévérité de la fuite ou du retentissement sur l'oreillette gauche plutôt que les troubles de rythme ventriculaire. Les troubles de rythme ventriculaire, c'est caractéristique de ce déplacement ou de l'attraction au niveau des ventricules. Donc c'est un phénomène mécanique qui fait qu'au niveau de la zone des piliers ou de l'anneau, il y a des modifications architecturales et structurelles qui font qu'il y a comme si on a des foyers où il y a les troubles de rythme ventriculaire. Donc c'est un sous-groupe très particulier de prolapsus arythmogène. C'est les troubles de rythme ventriculaire chez qui les patients risquent même la mort subite. Donc les troubles de rythme supraventriculaire, moi pour les enfants, j'ai pas beaucoup de vues de passage en FA ou même à l'Holter de tachycardie supraventriculaire significative, mais à l'adolescence et début de l'âge, chez l'adulte jeune, on voit, oui. Oui, mais je pense que ce n'est pas toujours un rapport avec une fuite importante et une dilatation. Même en dehors de fuite importante. Mais c'est même pas... une petite fuite mitrale sans dilatation, c'est souvent des tachycardies des arythmies complètes, des tachycardies Mais les tachycardies supraventriculaires, de toutes les façons, ne classent c'est pas... C'est vrai, c'est l'adolescent... L'adulte jeune, oui. Les tachycardies supraventriculaires ne classent pas les patients en prolapsus arythmogène. C'est vraiment les troubles de rythme ventriculaire. Voilà. C'est ici l'importance de parler de la disjonction, de l'anomalie de la jonction. Parce Oui. qu'elle est pourvoyeuse Plus que les autres, oui. Voilà, oui. Donc, en fait, il y a un mouvement de traction sur les piliers. Sur les piliers. Et cette traction-là, à chaque mouvement, c'est un micro-traumatisme qui, à la longue, va entraîner une fibrose. Ça va entraîner un risque de troubles Ventriculaire, oui, avec ventriculaire. un risque de mort subite. Donc c'est un micro-traumatisme ventriculaire. Ventriculaire, oui, c'est ventriculaire. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, on pensait que traiter les prolapsus chirurgicalement prévenait les risques de tachycardie ventriculaire et de troubles de rythme ventriculaire, ce qui n'est pas vrai. Le traitement du prolapsus. Mais le fait d'avoir parfois une fuite mitrale, telle que celle-là par exemple, Oui. elle est Modérée. Si l'ensemble on va dire l'ensemble de l'évaluation du risque montre un patient à très haut risque, là on pourrait changer d'avis et Opérer parce que finalement le mécanisme c'est cette traction-là sur les piliers. Donc il faut ramener les piliers à un moment où ils ne font pas de micro-traumatisme pour éviter la fibrose et pour éviter la fibrose Le passage en trouble du rythme ventriculaire. Et ça a été démontré que la chirurgie diminue beaucoup la survenue ultérieure de troubles de rythme graves. Mais bon, toujours on a l'idée que la chirurgie, elle a ses indications. Donc c'est vrai que les autres alternatives aussi chez les enfants n'ont pas été étudiées, comme l'ablation par radiofréquence. Pour le DAI, c'est lourd pour l'enfant. L'ablation, elle garde sa place chez les enfants qui ne répondent pas au traitement médical et qui ont des troubles de rythme très symptomatiques et gênantes. C'est vrai qu'on va indiquer en ce moment-là une ablation avant, si on n'est pas on est loin du stade chirurgical. Et est-ce qu'il y a une place pour l'enquête familiale chez Oui, la oui, patiente? oui. Il faut déjà faire une très bonne étude, l'histoire familiale de mort subite, parce que c'est un des critères phénotypiques. On le voit. Oui. Donc, parmi les critères, clinical phenotype at risk, on trouve les antécédents familiaux. Je n'ai pas mis ici, mais on trouve très bien les antécédents familiaux de mort subite. Je pense que la maladie de Barlow n'est pas si rare que ça. On n'est pas rare, Je pense qu'il y a vraiment le terrain génétique est certain indéniable en Tunisie. Oui. En tout cas, bravo pour ce cas. Merci. Il nous a enrichis. Merci. Je pense que c'est au tour de Madame Ben Othman de nous présenter son cas. Je suis Dr Ben Othman Ilhab, assistante au service de cardiologie pédiatrique La Rapta. Je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui afin de présenter un cas très simple. Quelle est la cause de sa dysfonction du VG?
J'ai pas de conflit d'intérêt. Je vais présenter un cas clinique simple d'un patient âgé de 9 ans qui est symptomatique d'une dyspnée d'effort. Il était adressé à notre service pour exploration d'une dyspnée d'effort. Plutôt, il était adressé pour bilan étiologique d'une dysfonction VG. Donc, il était symptomatique. Il a consulté un cardiologue de libre pratique qui a fait une échocardiographie qui a montré une dysfonction VG confirmée par IRM cardiaque. À l'examen, il pesait 37 kg. Il était tachycarde à 120 battements par minute, donc avec sa cardiomyopathie dilatée. Pas de souffle à l'auscultation cardiaque. Il n'y avait pas de signe d'insuffisance cardiaque. Le reste de l'examen était sans anomalie. Donc, on a fait un ECG. Voilà son ECG. Alors, comme vous notez, c'est un ECG quasi normal. Il est tachycarde. Il est d'allure sinusale. Il y a un bloc de branche de roi incomplet qui est normal chez l'enfant, mais qui est un peu, disons, bizarre. Il avait un BAV de premier degré avec cette tachycardie. Si vous n'avez pas de remarques, je passe. Oui, on a complété par une échocardiographie qui a montré un VG légèrement dilaté avec une fonction abaissée à 40%, sous réserve de la tachycardie à 120. Il n'y avait pas de valvulopathie qui pourrait expliquer cette dysfonction. Les artères coronaires étaient de naissance normale et la coarctation était libre, bien déroulée. L'IRM donc, qui l'a ramenée, elle a montré une dysfonction VG à 43% et les VG n'étaient pas vraiment dilatés. Le volume télédiastolique était à 67, soit à 60 ml par mètre carré surface corporelle, et le volume télésystolique était à 38, soit 34 ml par mètre carré surface corporelle. Donc, on a, avant de compléter, de mettre le patient sous la panoplie des CMD, on a complété quand même par un Holter rythmique. Donc, voilà la première remarque, c'était le rythme cardiaque. En fait, on a noté qu'il n'y avait pas de variation nictémérale. Le patient était tout le temps tachycarde, même pendant la nuit, donc était normal, strictement normal. On n'a pas fait de BMP, mais le bilan était strictement normal. Il n'avait pas de signe d'insuffisance cardiaque. La seule anomalie était la fréquence cardiaque, mais il était tout le temps supérieur à 100 battements par minute, même au cours de la nuit. Il n'y avait pas de variation nictémérale, c'était une tachycardie incessante. Donc ici, on voit très bien qu'il y avait des ondes P, comme a dit déjà le Dr Abid, qui étaient différentes. Et c'était un rythme sinusal. Et ici, il y a une modification de l'onde P. Donc, ce n'était pas vraiment une onde P sinusale. Il y avait des salves de tachycardie supraventriculaire avec un début qui est progressif. Et ici, on trouve la salve de tachycardie supraventriculaire. Il avait également des extrasystoles. Il avait ce BAV de premier degré persistant au cours de la tachycardie. Donc, ce sont les salves de tachycardie supraventriculaire. Donc, quel est votre diagnostic? Donc, c'était une tachycardie atriale. C'était une cardiomyopathie rythmique induite par cette tachycardie atriale. Donc, je vous montre un ECG qui a été fait au cours des palpitations. Donc, cet ECG montre une tachycardie supraventriculaire, donc une tachycardie à 180 battements par minute, à QRS fin. On n'arrive pas trop bien à individualiser les ondes P car elles sont comprises dans l'onde T. Ici, les manœuvres vagales ont échoué. Un test d'adénosine aurait été bénéfique afin de montrer les ondes P qui, donc, normalement, qui sont plus fréquentes que les QRS. Donc, la tachycardie atriale est une cause non fréquente des tachycardies supraventriculaires chez l'enfant. Elle est souvent incessante, donc on voit la disparition de cette variation nictémérale, ce qui la différencie de la tachycardie sinusale. Et elle peut être la cause d'une cardiomyopathie. Donc, elle est caractérisée par un foyer, un focus au niveau de l'oreillette qui est à l'origine de ce trouble de rythme, donc qui se propage d'une manière centrifuge. Alors, le diagnostic est basé sur l'ECG, sur l'Holter ou sur le monitor data. Et donc, il consiste à faire le diagnostic qui est basé sur un ou plusieurs de ces éléments. Donc, c'est une tachycardie à QRS fin avec des ondes P visibles, avec un rythme cardiaque inapproprié pour l'âge et pour l'activité.
L'onde P, elle est la même donc, pendant toute la tachycardie, vu que c'est un seul foyer qui fait la propagation de cette arythmie. On peut noter parfois donc, des signes en faveur de cette tachycardie, tels que le début progressif de cette tachycardie, le warm-up, et la fin également progressif de cette tachycardie, avec un rythme cardiaque qui peut être variable et la présence d'un bloc de branche de premier ou de deuxième degré est évocateur également de cette tachycardie. Donc c'est un Alors, il y a des critères qui nous aident à différencier cette tachycardie du rythme sinusal, qui incluent donc le rythme cardiaque inapproprié avec une fréquence de plus de 150% de la moyenne prédite, avec une onde T qui est inversée au notch en V1, avec un axe qui est négatif dans le plan horizontal et une durée de l'onde P supérieure à 90 millisecondes en V1. En fait, donc, dans cette étude qui est multicentrique, qui a englobé 10 centres de pédiatrie et 289 patients symptomatiques de tachycardie atriale, la présence des cardiomyopathies était objectivée dans 28% des cas. La résolution spontanée était surtout présente chez les enfants inférieurs à 3 ans. Alors, donc, pour le consensus des traitements, ces recommandations remontent à 2020. Pour arrêter une tachycardie instable, c'est toujours le choc électrique externe synchronisé. S'il est stable, on préconise les bêta-bloquants, les diltiazèmes ou le verapamil. Bien sûr, l'adénosine, il a sa place en DESA pour les diagnostics différentiels ou également pour l'arrêt de la tachycardie et les antiarythmiques de classe 1 en absence de dysfonction VG. Si la tachycardie persiste, les bêta-bloquants, le diltiazème, verapamil trouvent également leur place, ainsi que les antiarythmiques de classe 1 et le cordarone, l'antiarythmique de classe 3. Tout en sachant, ces dernières années, on trouve beaucoup des études qui considèrent l'ivabradine avec un rôle très important parce qu'il agit sur les canaux IF. Donc, ils peuvent inhiber d'une manière sélectionnée le foyer ectopique avec des résultats de plus en plus encourageantes, même chez les nouveau-nés et les nourrissons. Donc, pour notre patient, c'est pas un patient âgé de moins de 3 ans. On a privilégié l'ablation parce que la chance de la résolution spontanée était très faible et en plus, il a une cardiomyopathie avec dysfonction VG. Il a été mis sous bêta-bloquant et ivabradine et on a fait l'ablation. Il avait en fait une tachycardie atriale paraïcienne qui a été ablatée à bord droite et gauche par vent antérograde et rétrograde. Un mois post-ablation, la FVG elle est à 45%, il est en rythme sinusal et on a gardé le traitement médical. Merci pour votre attention. Bravo. Tu nous as surpris avec l'ablation, bravo. Donc, il n'y a pas de limite d'âge pour... il était quand même assez grand. Il avait 9 ans. 9 ans. Il était assez grand 37 kilos. Bon, c'est bien. Oui. Mais c'est excellent. De faire une ablation à cet âge-là, c'est vraiment excellent. Merci. Donc, bravo. Alors, des commentaires, des questions peut-être? Juste la FE. Donc, j'ai vu qu'elle n'a pas varié du tout avant et après la... Seulement un mois, donc on espère que ça va changer, on continue la surveillance. On n'a pas arrêté le traitement médical. Oui. Honnêtement, c'était bêta-bloquant et ivabradine. Et on espère. Pourquoi il n'a pas été mis sous sacubitril, valsartan? Déjà, sacubitril, valsartan, c'est un enfant. On remet les études beaucoup chez l'adulte. En plus, on avait la cause. Plus maintenant. Ça, il faut l'oublier. Moi, je vois Edora d'ailleurs. Il y a beaucoup d'enfants en Christo, sacubitril, valsartan, et la fonction cardiaque s'améliore. On a la cause rythmique. Donc il a déjà l'autorisation mise sur le marché en Amérique, aux États-Unis, en France, en 2023. Et il y a des granulés, avec un dosage dédié à la pédiatrie. L'entristouheda. Oui. انت قلت لي انت GLT2. Non, sacubitril valsartan. Ah, sacubitril. Ah oui. Mais bon, il a la cause rythmique. Oui, mais on il améliore sa fonction. Il aurait pu être mis pendant 3 mois ou peut-être 6 mois. Oui. Je pense que ça l'aurait aidé. Ça l'aurait aidé à récupérer rapidement. Ok, on peut l'introduire.
C'est presque adulte. C'est presque C'est presque exactement. Donc, mais maintenant, on peut le donner, même chez les nourrissons. Enfin, pas les Oui, nourrissons. on le donne dans les CMD, oui. Oui, il y a des granulés, effectivement, en France, on le donne chez les CMD, mais pas d'origine rythmique d'habitude, mais oui, ça peut se discuter, tout à fait. Oui. Moi, malheureusement, j'ai vu des cardiopathie dilatée avec dysfonction VG, avec des AVC. AVC. Alors, est-ce qu'il y a réellement une place pour les antiagrégants plaquettaires, thrombine, aspirine Est-ce qu'il y a une place pour mettre 45% des FEVG. pour cet enfant? il faut le mettre sous anti-agrégants. Honnêtement, quand ça se produit, c'est très moche. Je trouve avec un enfant qui a un AVC parce qu'il a une dysfonction VG qui n'a pas été anticoagulée. Il a fait une IRM cardiaque. En plus, on a récupéré les rythmes sinusales, donc on espère la progression. On croise les doigts. Oui, même avec une dysfonction VG, il vaut mieux le mettre sous des anti-agrégants. Antiagrégants plaquettaires, c'est pas de refus. Et surveiller si En tout cas, il n'y a pas de recommandation très claire là-dessus, mais oui, c'est une alternative. On a commencé par 2,5 fois 2 par jour. On va à la suite. Mais c'est bien de savoir que l'ivabradine, elle agit sur les foyers ectopiques. Elle fait coller beaucoup d'encre. Effectivement, parce que d'habitude, on dit toujours que l'ivabradine, c'est une bonne indication pour le rythme sinusal. Oui. Donc elle ralentit le rythme sinusal. Donc c'est bien de le savoir. Même chez le nouveau-né actuellement. Mais il y a c'est bien des de le tests savoir d'école, en fait. qu'elle peut agir sur les foyers ectopiques de type atrial. C'est excellent. Merci. Bravo. Alors j'espère que vous vous êtes pas ennuyés. Machallah, les cas sont très intéressants, très variés. On va continuer alors cette séance. On vous remercie de votre présence massive. Alors, on va accueillir ma petite cousine, Rania Gargouri, qui nous vient de Sfax et qui va certainement nous présenter un cas très intéressant. Je lui fais confiance. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup Cyrine. J'ai zappé la première diapo où j'ai mis le titre de la présentation pour un peu plus de suspense. Donc, je vous présente un cas clinique qu'on a pris en charge conjointement avec l'équipe de Catherine, l'équipe de pédiatrie et l'équipe de cardiologie, que je remercie. Donc, c'est le cas d'une petite nourrisson de 2 mois. Elle est née à terme par césarienne, une grossesse qui n'est pas bien suivie, avec un poids de naissance qui est correct, à 3,2 kg. Donc, elle est ramenée par ses parents en urgence pédiatrique pour des problèmes alimentaires, fatigabilité au biberon, elle avait des sueurs. À l'examen, on trouve en effet une nourrisson qui était tachycarde, un teint grisâtre, géniard, pâle, léthargique, avec des signes de lutte respiratoire, une hépatomégalie, donc un enfant qui était vraiment en insuffisance cardiaque. Donc, je vous montre son ECG, vous me dites ce que vous en pensez. Donc, on avait, je vous rappelle qu'elle a 2 mois. Donc, à 2 mois, normalement, elle devrait avoir une fréquence cardiaque aux alentours de 130, 140 battements par minute. Donc là, on a une tachycardie à QRS large, elle est à 170 battements par minute. Les QRS sont plutôt fins. On a l'impression de voir quand même des ondes P ici, en V1, V2, exactement. On regarde un peu les autres dérivations, regardez particulièrement dans les dérivations inférieures. On a l'impression de voir quand même des ondes P qui sont négatives dans les dérivations inférieures. Je vous avoue qu'on avait un peu de mal donc, pour faire le diagnostic de cette tachycardie. Donc, je vous montre l'échographie cardiaque. Donc, l'écho confirme qu'il y a une dysfonction ventriculaire gauche avec un VG qui était dilaté. Il dysfonctionne avec une FEVG aux alentours de 35% sous réserve de la tachycardie. Il n'y avait pas de shunt post-tricuspide, pas de shunt interventriculaire, pas de shunt à l'étage atrial, une petite fuite mitrale par dilatation de l'anneau et les coronaires avaient une disposition normale. Donc voilà, on regarde un peu les recommandations de l'ESC de 2019 sur la prise en charge des tachycardies supraventriculaires. Donc on est devant une tachycardie à QRS fin, qui était régulière. On avait l'impression de voir des ondes P visibles et on a l'impression d'avoir autant d'auriculogrammes que de ventricules, autant d'oreillettes que de ventricules du moins. Et donc là, on essaie de voir l'intervalle RP'. Si on croit que ça, c'est une onde de P, donc qui était négative dans les dérivations inférieures, on est plutôt dans les RP' qui étaient longs. Donc, comme je vous ai dit, on n'était pas très sûr de nous, donc on a réalisé les manœuvres vagales, ça n'a pas marché, et donc on s'est aidé d'un test d'adénosine. Comme a dit ma collègue, donc justement, le test à la striadine, c'est très intéressant. Malheureusement, on ne dispose pas en Tunisie, mais on essaie de se le procurer. On a fait le test à la striadine. Je vous rappelle que l'adénosine, pour les plus jeunes, c'est un médicament qui va bloquer le nœud AV, et donc ça va vous aider pour le diagnostic des tachycardies qui passent par le nœud auriculo-ventriculaire.
Pour la réalisation de ce test, il faut avoir une bonne voie d'abord veineuse, préparer la seringue d'adénosine, mais aussi préparer la seringue de sérum physiologique pour flasher derrière, parce que c'est un médicament qui a une durée de vie qui est très très courte, donc il faut vraiment injecter rapidement et flasher derrière. Et il faut faire donc, ce test donc dans un environnement adéquat, avec un monitoring ECG et bien sûr avec tout ce qu'il faut pour la ressuscitation au cas où il y a une asystolie ou de la bradycardie. Et donc pour la dose, il y a en fait deux types d'adénosine. On a l'adénosine triphosphate, la striadine, ou encore le crénosine. Pourquoi j'insiste? Parce que ce n'est pas le même dosage. Donc il faut vérifier quel type de médicament vous disposez. Donc pour la striadine, la dose c'est de 0,5 mg/kg sans dépasser 10 mg. Et on peut upgrader jusqu'à 1 à 2 mg/kg sans dépasser 20 mg chez l'enfant. Et bien sûr, comme je vous ai dit, il faut faire donc l'injection rapidement et flasher derrière par du sérum physiologique. Je vous montre le test de l'adénosine de la petite. Donc on a essayé avec les petites doses. On remarque qu'il y a ici un arrêt sur une onde de P. On a l'impression que ça s'arrête, on est content, tout le monde applaudit, hop, et ça repart. On se dit la dose elle est petite, on va augmenter la dose. On a mis 1 mg/kg d'adénosine, pareil, un arrêt sur une onde de P, et par la suite ça repart. On est monté jusqu'à 2 mg/kg d'adénosine, et voilà son ECG, donc à la fin des tests. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était un peu litigé, donc ceux qui disent oui, on a quand même l'impression de voir des ondes P. Ici, on a l'impression quand même de voir des ondes P négatives profondes. Donc, quel est votre diagnostic? Quelle est votre conduite à tenir? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On se dit, bon, on va essayer la cordarone. La cordarone, ça marche toujours. Donc, on a mis une dose de charge de cordarone, 500 mg par mètre carré, par voie orale. La tachy, elle est encore là. Et bien sûr, l'enfant, bon, elle est stable sur le plan hémodynamique, mais quand même, lorsqu'elle pleure, elle est pas bien. Donc, par la suite, on a associé les bêta-bloqueurs, propranolol, 1 mg/kg, 3 fois par jour. Pareil, pas de résolution. Donc, on switch vers la digoxine, 10 microgrammes kilo par jour. Pareil, pas de résolution. Donc voilà, bon, on est un peu emmerdé et donc là on se dit bon, on va faire le choc quand même, ça va répondre. Et donc là on fait le choc, synchrone, à la dose de 0,5 à 1 joule/kilo. Donc je vous rappelle que vous avez tous les palettes pédiatriques pour les plus jeunes. Donc les palettes pédiatriques, vous les trouvez sous les palettes adultes ou encore si vous avez des patchs. Ce qui est recommandé chez l'enfant, c'est d'utiliser les patchs en antéro-postérieur. Et la dose, on peut aller jusqu'à 2 joules/kilo. Voilà sur le ECG post-choc. On n'avait pas toutes les électrodes. Et vous voyez encore les ondes P négatives. Elle était encore tachycarde, donc à 170 battements par minute. Est-ce que vous avez des suggestions? Quel est le diagnostic? Et donc là, c'est un sous-type de cardiopathie, d'arythmie, qui donne des cardiomyopathies chez l'enfant et qui est très difficile à traiter, ce sont les PGRT. Donc c'est quoi ça? Donc ça représente 1% des tachycardies supraventriculaires dans la population pédiatrique. Et donc je vous rappelle que dans les tachycardies supraventriculaires de l'enfant, on va trouver les tachycardies qui naissent à l'étage atrial, donc la tachy atriale ectopique, les tachy atriales multifocales ou encore le flotteur, ou les tachycardies qui ont un substratum qui va passer par le nœud auriculoventriculaire. Donc on va trouver les tachycardies par réentrée à l'intérieur du nœud auriculoventriculaire, les tachycardies jonctionnelles ectopiques, ou encore les tachycardies qui vont emprunter le nœud auriculoventriculaire, mais aussi une voie accessoire. Et justement, cette PGRT, c'est un sous-type de tachycardie qui vont emprunter et le nœud AV et aussi une voie accessoire. Elle a été décrite par Koumel en 1967. Déjà, on parle de tachycardie de Koumel, c'est son autre nom. Et donc, elle va se manifester par une tachycardie orthodromique. Elle va emprunter la branche antérograde par le nœud AV et par la suite, elle va remonter par une voie accessoire. La voie accessoire, c'est que sa caractéristique fondamentale, c'est qu'elle est localisée au niveau de la paroi postéroceptale et c'est une voie qui a une conduction décrémentielle comme le nœud auriculoventriculaire. Et c'est pour ça qu'on va avoir un RP' qui est très lent. Et justement, donc, elle a une conduction qui est rétrograde, qui est décrémentielle et très lente. Et déjà, cette conduction, cette similarité de conduction entre le nœud AV, le myocarde normal et cette voie accessoire fait que le circuit, il est toujours incessant. C'est une tachycardie qui est très résistante au traitement. À l'ECG, comment vous allez reconnaître cette tachycardie? Donc, c'est une tachycardie à QRS fin,
avec un ratio 1 pour 1 pour donc autant d'oreillettes que de ventricules. Et ce qui est très frappant, ce sont ces ondes de P négatives dans les dérivations inférieures, qui sont des ondes de P profondes dans les dérivations inférieures. En général, elle a une cadence qui est lente, puisque c'est une voie qui est décrémentielle, donc on va avoir des fréquences plus basses que les autres tachycardies supraventriculaires. Elle répond aux manœuvres vagales, puisqu'elle passe par le nœud AV, mais ça reprend rapidement après, et ça c'est en faveur de la PGRT. Contrairement aux autres types de tachycardie, par exemple les tachycardies avec voie accessoire qui sont associées par exemple à la maladie d'Epstein, la PGRT survient souvent sur un cœur sain, mais elle peut aboutir à justement une cardiomyopathie rythmique avec de l'insuffisance cardiaque et le diagnostic peut être tardif. Pour le traitement, comme vous avez vu, ça peut être difficile. Elle est souvent réfractaire au traitement médical. On a besoin de plusieurs antiarythmiques. Donc, les associations qui sont recommandées, c'est l'amiodarone, digoxine et verapamil. Mais actuellement, l'association qui est recommandée, c'est l'association amiodarone-flécaïne. Pour les doses des antiarythmiques, je vous invite à lire cet article qui a été publié en Circulation en 2024, qui vous résume la pharmacocinétique, les doses de tous les traitements antiarythmiques chez l'enfant. La pharmacocinétique diffère de façon très importante par rapport à l'adulte, donc il faut vérifier les doses dans la population pédiatrique. Pour l'ablation par cathé, elle a toute sa place pour la PGRT, mais le problème, c'est le poids. Donc, ça survient essentiellement chez les nourrissons de faible poids, et le poids reste une limite. Là, je vous montre une série de l'équipe de Necker, qui sont quand même des experts en la matière. C'est la série d'Alice Maltré. Donc, en 5 ans, ils ont cumulé 21 cas d'ablation pour les PGRT, et c'était en première ligne uniquement pour 3 patients. Le taux de succès était quand même assez important, 86%. Le poids, en moyenne 30 kg, et quand même très peu de récidives, 3 patients uniquement. Donc on revient à notre patiente quand même. Donc la patiente, elle était stable sur le plan hémodynamique, on avait une fréquence aux alentours de 140-150 sous digoxine cordarone. Elle avait une dysfonction VG persistante, la vague de bronchiolite qui vient, donc on décide quand même de la laisser partir chez elle avec donc bêta-bloquant et cordarone. On la revoit de façon rapprochée à 1 semaine, donc le CG à 1 semaine. On remarque toujours ces ondes P négatives. Donc décidément, cette tachycardie, elle est vraiment persistante. Je vous rappelle qu'elle a un poids de naissance à 3,6 kg et le poids actuel à 2 mois était uniquement à 5 kg. Donc l'ablation était vraiment très difficile à ce poids-là. Donc on décide de switcher vers la flécaïne. Donc on l'a mis sous flécaïne 2 mg kg avec cordarone à la dose de 250 mg kg par jour. Et on la revoit à 15 jours d'intervalle. Et enfin, je vous montre son ECG, donc à 15 jours. Enfin, on voit des ondes P sinusales positives dans les dérivations inférieures. Donc l'échographie cardiaque, on remarque une petite amélioration quand même de la FEVG. C'est pas encore top, mais quand même, on a quand même une petite contractilité qui apparaît. Donc, on a une petite amélioration de la fonction VG. Ça devrait s'améliorer dans les prochains jours. En tout cas, cliniquement, elle se porte vraiment mieux avec une bonne prise des vibrants et une amélioration sur le plan clinique. Donc, en conclusion, la PGRT, c'est une cause de tachycardie réfractaire, de tachycardie supraventriculaire réfractaire chez l'enfant et surtout chez les nourrissons. La prise en charge peut être difficile, il ne faut pas baisser les bras, il faut essayer les combinaisons possibles. L'ablation reste la thérapeutique idéale, mais avec un poids idéalement aux alentours de 30 kg. Et il ne faut pas oublier donc, cette PGRT devant toute cardiomyopathie dilatée chez l'enfant. Et je vous remercie pour votre attention. J'ai remarqué sur les coups qu'il y avait... c'est un très beau cas, Rania, bravo. J'ai remarqué qu'il y a des piliers, on va dire les cordages qui sont un peu brillants. Elle n'aurait pas une... Myocardite ? Non, elle n'aurait pas commencé sa tachycardie Sûrement. bien avant la naissance. Moi, je suis convaincue que c'est un cas de tachy fétale, certainement. Ouais. C'est probablement pour ça que là, parce que finalement, tu nous as montré quand même des fréquences cardiaques qui ne sont pas si Exactement, élevées que ça. exactement. Donc, on est un petit peu étonné par rapport à la fréquence cardiaque qui est normalement, entre guillemets, acceptable pour un nouveau-né et une dysfonction VG qui ne correspond pas. Donc, je pense que son problème, il date déjà de l'ère fœtale
C'est probablement pour ça qu'elle a trop mal toléré sur le plan ventriculaire gauche. Tout à fait, c'est ce qu'on s'est dit avec Shaima qui a vu la petite en premier. Donc on est certainement convaincu que c'est un cas fœtal. Et déjà même les réanimateurs qui voyaient cette petite, ils me disaient mais elle est sinusale, elle est à 140, c'est une fréquence qui était quasi normale pour la petite, mais cliniquement elle était très avec des marbrures, elle se fatiguait au vibrant. Donc même avec des fréquences basses, elle n'était pas bien. Il y a C'est bon d'autres commentaires? Juste une question, bravo pour le cas. Le flécaïne, vous l'avez quand même mis du flécaïne, sachant que la fonction a été à 30%. Je t'avoue la flécaïne, on l'a mis en dernier recours. On a tout essayé, mais finalement, on a mis la flécaïne en dernier recours parce qu'on a essayé toutes les combinaisons. Et finalement, c'est ce qui est recommandé. La meilleure combinaison, c'est flécaïne cordarone. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec la dysfonction des Oui, on a du mal. Ouais. c'est chaud. Ouais. Quelle est la différence entre cette tachycardie et le rythme du sinus coronaire associé avec une myocardite? Juste pour le rythme du sinus coronaire, on ne va pas avoir un intervalle RP' qui est lent. Si vous regardez un peu je reviens sur le CG. En plus, un rythme du sinus coronaire, il ne va pas vous donner une dysfonction ventriculaire gauche. C'est un myocardite. Ah, avec une myocardite. C'est essentiellement le RP' qui est lent. Sinon, on peut s'aider aussi du test à l'adénosine. Par exemple, le test à l'adénosine, il peut aider dans ces cas-là. Mais si vous avez regardé le CG, le RP' était lent. Par contre, pour un rythme du sinus coronaire, on ne va pas avoir un RP' lent. Je pense que le test à l'adénosine nous a énormément rendu. Ah oui. Parce qu'il a éliminé le flotteur. Tout à fait. Finalement, il y avait un moment, un aspect en dents de scie, donc on pouvait croire à un flotteur. Donc il a éliminé le flotteur. Il a éliminé la tachycardie atriale ectopique parce que la ligne elle était isoélectrique et avait un petit peu un plat. Exactement. Alors que normalement, si c'était une tachycardie atriale ectopique, normalement on devrait avoir quand même des amputés qui persistaient. Et ça a quand même éliminé la TJ qui normalement c'est la loi de tout ou rien, normalement elle revient immédiatement en sinusale. Je pense que le test à l'adénosine était d'une extrême importance. Ouais, c'est dommage qu'on ne l'a pas. Franchement, ça aide beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. C'est bien. Alors, je remercie toute l'assistance. Je remercie les oratrices. 4 oratrices? Oui. Bah, j'ai dû vérifier avant de le dire, hein, sinon on aurait eu des hommes mécontents. Alors, les oratrices qui étaient excellentes. Et bravo pour la session. Elle était d'une richesse extraordinaire. Donc, merci à tous.